RFM Midi. RFM Midi. À l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. Des nouvelles des victimes de l'accident d'hier qui a fait 25 morts. L'état de santé des blessés s'améliore. Certains d'entre eux ont même quitté l'hôpital régional de Louga où ils étaient internés. Parmi les causes d'accidents lors des grands événements, il y a la recherche effrénée du gain chez les transporteurs, mais aussi le mauvais contrôle routier, et le président de la Ligue sénégalaise des droits humains prône des sanctions sévères à l'encontre des auteurs d'accidents mortels. Maître Hassan Dioma Ndiaye dans ce midi. Bradage de la production arachidière à Kaolack, le comité de suivi de la campagne avertit. Les contrevenants pourraient être traduits en justice. Aliou Dia a dit soupçonner une tentative de sabotage. Tout bas, malgré toutes les assurances des autorités en charge de l'hydraulique, des quartiers comme Dianatou Mahwa et Daruminam 2 sont sans eau depuis 3 jours, nous dit un de nos envoyés spéciaux. Il sera en ligne dans cette édition. Et puis les concessionnaires du nettoiement ont repris service après 2 jours de grève. L'État leur a versé plus d'1 milliard de francs CFA. Dans les tout prochains jours, le restant des 5 milliards sera payé. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. À la une, les turbulences politiques en Guinée-Bissau. Le collectif de l'opposition annonce une plainte contre le président Jomave, accusé de plusieurs crimes. Le chef du gouvernement également dans le collimateur des opposants. On l'accuse, lui, d'appartenir à un réseau international terroriste. La main tendue du gouvernement togolais à l'opposition. La société civile togolaise se réjouit de cette première réaction constructive des autorités, mais cela reste insuffisant selon son porte-parole, le professeur David Dossé, que vous entendrez. Les titres sport avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 Sénégal, Afrique du Sud. Les Lions sont à Polokwane. L'équipe nationale du Sénégal entre dans la dernière ligne droite de sa préparation avant le match de vendredi. Préparation de la saison 2017-2018 de la Ligue 1 sénégalaise. Le Jaraaf de Dakar affiche ses ambitions. Le club de la Médina veut retourner en Afrique à la fin de l'épreuve. Malal Junior Diagne à suivre la chronique de Papa Sambakan, la presse du jour avec Barthélémy Ngom. Et puis en fin d'édition, il y aura le journal du Magal. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Accident mortel à Bambey. Un car Ndiaga Ndiaye s'est renversé ce matin à hauteur de l'université Alioune Diop. Bilan, un mort. La victime était apprenti chauffeur. Le véhicule était vide. Il rentrait sur Dakar. Nous dit Babacar Diouf, notre correspondant permanent à Bambey et Diourbel. Au lendemain du tragique accident qui a fait 25 morts entre Sagata et Kébémer, notre correspondant à Louga s'est rendu à l'hôpital régional de la localité pour voir comment vont les blessés. Leur état de santé s'améliore et parmi eux, il y a ceux qui ont quitté la structure hospitalière. Correspondance Al-Ousseynou Diagne. La fille rescapée de l'accident de Sagata Guette a retrouvé ses parents. Elle a été récupérée par son père, sorti également indemne de la collision entre le minicar et le bus hier soir sur la route du Magal. Il y avait également un autre enfant qui a survécu à ce drame. Ses parents sont venus le chercher au centre hospitalier de Kébémer, mais il faut dire que ses parents, sa maman et son grand-père ont péri dans cet accident. Au centre hospitalier régional de Louga, Amadou Zakhir Mbaye, 2 des 4 blessés viennent de quitter l'hôpital à l'instant pour retourner chez eux. 2 autres restent encore aux soins, dont une femme qui vient d'être transférée à la chirurgie. Au niveau de la morgue, 2 nouveaux corps ont été identifiés, ce qui porte à 22 au total. Donc, seuls 3 restent encore à attendre leur famille pour procéder à la récupération des dépouilles. Louga, Al-Ousseynou Diagne, RFM. Al-Ousseynou, et dans cet accident, on signale que 7 à 8 membres d'une même famille sont morts. Cela pose le risque de voyager ensemble en famille, beaucoup l'évitent en tout cas. Des témoignages dans ce reportage à Rufus signé Isidore Alexandre Sen.
Les allées du boulevard Maurice Gueye refusent du monde, difficile de se frayer un passage sur les différents arrêts. Tout ce beau monde est en partance pour Touba. Valises, sacs à main, ouados et autres bagages font partie du décor. Les uns voyagent en famille, mais la plupart en solo. C'est l'exemple de cette femme qui habite dans la commune de Jaxaay. Je vais à Touba, mais je suis seul. Je ne voyage pas avec mes enfants dans la même voiture. Et au Sénégal, les gens parlent de tout et de rien. Il faut éviter cela. En plus, les jeunes chauffeurs conduisent très mal. Le mauvais comportement de certains automobilistes, mais également les us et coutumes, ne recommandent pas de voyager en famille, ajoute-t-elle. Parfois, il faut être discret. Nos parents et leurs grands se comportaient ainsi. Des fois, pour aller à Touba, ils indiquaient une autre direction. Et moi, Nogoy Kassé, je tiens à cela. Même avis pour Mariam qui écarte l'idée d'être avec ses enfants dans un même véhicule. C'est très risqué de voyager avec sa famille. Je préfère que chacun fait son voyage. Dans tout cela, que fait-on de la volonté divine? Voici le point de vue de Cheikh Ndiaye, un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, sur la route de Touba. Dieu est maître des cieux et de la terre. Il est également maître de notre vie. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. À chacun sa croyance, les accidents de circulation et leur lot de morts. Hier, 25 personnes ont perdu donc leur vie dans un choc inouï. Mais pourquoi la route tue-t-elle autant au Sénégal à l'approche des grands événements? Le contrôle routier se fait-il correctement? Réponse dans ce mini-dossier de Mohamed Ali Mouba. Au Sénégal, la route tue. Elle décime même et au rythme où vont les choses, le phénomène n'est pas près de s'arrêter. Matar Faye, le directeur de la nouvelle prévention routière, explique les raisons. Moi, j'incriminerai deux choses. Il faut que les gens comprennent. Il y a des conducteurs qui sont sur la route et qui ne méritent pas le permis. Il y a également une autre catégorie qui a effectivement son permis, mais qui ne respectent pas les règles et qui préfèrent négocier avec les règles, mais qui préfèrent aussi ou qui décident de manifester son indiscipline sur la route. La sensibilisation à elle seule ne suffira jamais pour stopper les accidents. Pourtant, à l'approche de chaque grand événement, l'État met en place des moyens, jalonnement des forces de gendarmerie et de police, sensibilisation à la prudence au volant, mais finalement, toujours la catastrophe à la fin. Cheikh Oumar Gaye, le directeur des transports. On ne peut pas déployer 14 millions de forces de défense et de sécurité, justement. L'État a ce qu'il a en termes d'effectifs pour vraiment faire le contrôle routier. Les forces de défense et de sécurité sont fortement mobilisées et sont inscrites effectivement pour lutter contre l'insécurité. Mais à ma foi, on ne peut pas vraiment être derrière tout en tout cas conducteur pour sanctionner aussi. Donc c'est ça la vérité aussi. Les gens doivent vraiment être conscients et vraiment être vraiment mis devant les responsabilités aussi. Dans aucun pays du monde, on ne met pas autant de forces de défense et de sécurité pour faire respecter la loi. On n'a pas ces moyens-là aussi. L'indiscipline des chauffeurs, pointée du doigt, plus de 90% des accidents relèvent d'une défaillance humaine. Gora Khouma préfère parler de responsabilité partagée. Il est le secrétaire général du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS FC. La délivrance de la catégorie doit vraiment être en rigueur. La délivrance du permis de conduire. Le chauffeur, le transporteur là, qui impose à son chauffeur des rotations et que le chauffeur ne peut pas refuser. Mais aussi, lui, il est coupable aussi. Le gendarme ou le policier qui ferme ses yeux là, à cause des fous là, il est coupable. Le gouvernement aussi qui devait faire 2 fois 2 mois, il ne le fait pas, il est coupable aussi. Pour lutter contre ces accidents, l'État a prévu une batterie de mesures. Instauration d'un permis à points dans les prochains mois et numérisation des documents de transport. Objectif, limiter la fraude et la corruption qui gangrènent le secteur. Mohamed Ali Mouba, le Magal de Touba, est une période de faste pour les transporteurs. Beaucoup d'entre eux cherchent à faire le maximum d'aller-retour pour gagner de l'argent plus que d'habitude. Et cela justifie en partie les nombreux accidents de route au grand dam des passagers qui en sont bien conscients. Reportage Salimata Aou. Gare routière de Colobane, les fidèles tentent de rejoindre la ville sainte de Touba.
Souvent indexé de vouloir faire de nombreux allers et retours, Abdou, un jeune chauffeur, lance qu'il n'a pas d'objectif fixé par jour. Si tu n'as pas sommeil, tu peux faire autant d'allers et retours. Il y a 2 chauffeurs dans ce car et je peux faire 2 allers et retours. C'est le véhicule de mon frère, je n'ai pas d'objectif fixé. Lahat, lui, est chauffeur de taxi. Les cernes aux yeux, il s'apprête à retourner à Touba. J'ai quitté Dakar à 4 heures du matin et je suis déjà revenu. Je repars comme ça à Touba. Je peux gagner 40 000 francs à l'aller et 15 000 francs au retour. Fatiguée d'attendre, Astou affirme qu'elle est consciente des dangers, mais rallier la ville sainte reste une priorité. Mais comment faire? Il n'y a pas d'autre alternative. Tu sens qu'ils sont fatigués et c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents. À moins de 24 heures du Grand Magal de Touba, c'est toujours l'effervescence dans certaines gares routières. Certains transporteurs veulent en profiter le maximum, mais d'autres estiment que c'est malhonnête et risqué de jouer avec la vie des gens à l'occasion de pareils événements. Justement, les organisations de défense des droits de l'homme sont outrées par les nombreuses pertes en vues humaines sur les routes. Pour le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, il faut des sanctions pénales sévères contre les fautifs. Maître Hassan Diamandiaï souligne que les peines contre les auteurs d'accidents ont été corsées dans le nouveau code pénal. Il est joint par El Hadj Ndiogoudienne. Dans le passé, les juges étaient très limités en matière de répression d'accidents de la circulation et ils qualifiaient à l'époque ces accidents d'homicide involontaire ou de blessures involontaires. Mais il faut dire que depuis la nouvelle réforme qui est intervenue, le législateur s'est adapté à ce fléau. Il faut rappeler que les accidents constituent la première cause de mortalité non naturelle au Sénégal. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et c'est la raison pour laquelle, avec la nouvelle réforme, aujourd'hui, le fait de mettre en danger la vie d'une personne ou de l'exposer à un risque immédiat de mort ou de blessure par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence est sévèrement puni au Sénégal et les peines vont jusqu'à 3 ans de prison. Donc aujourd'hui, on ne peut plus qualifier systématiquement ces accidents d'homicide involontaire. Le fait de violer délibérément, par exemple, le code de la route si un accident s'ensuit et qu'il y ait des morts d'hommes, c'est presque de l'homicide volontaire. Le juge peut aller à une sanction très sévère, à une répression qui soit très dissuasive. Or, à l'époque, comme je l'ai dit, généralement, on condamnait à une peine de sursis, 1 mois sursis, 2 mois, ou à la limite à 1 mois de prison, même s'il y a mort d'homme. Donc, je pense qu'il appartient aujourd'hui aux juges, en fonction des nouvelles dispositions, d'appliquer sévèrement la loi pour dissuader. Et ça, les juges ont les moyens juridiques et on ne comprend pas que pour des accidents qui causent 25 morts, qu'on ne puisse pas condamner à une peine maximale de 3 ans. Toujours dans le domaine de la sécurité routière, et c'est pour boucler ce chapitre, vous êtes sans doute nombreux à constater que les conducteurs de motos et autres 2 roues ne respectent pas les feux de signalisation. Même si c'est rouge, ils roulent inconsciemment. Suivez ce reportage de Adama Anouchkaba. Avenue Malexi, à 10h. La circulation est fluide. Quelques véhicules se suivent devant le feu rouge. Parmi eux, une moto. Le conducteur s'essuie le front avec une serviette blanche. Le soleil est ardent. Tout de suite après, une autre moto les dépasse et ne s'est même pas arrêtée au feu rouge. Le conducteur n'allait pas loin, mais chez le mécano. Il s'appelle Samba et oui, il avoue avoir grillé le feu. Bon, je le fais souvent. Je ne respecte pas toujours le feu rouge. Je suis tout le temps pressé, c'est pourquoi. Mais je sais que ce n'est pas bien. À côté, Abdou vient de sortir de chez lui. Il se rend au travail en moto. Lui dit respecter les signalisations. On doit respecter ça. Après tout, il y a des policiers dans la route. Si tu ne respectes pas, on t'arrête et puis on te fourrierait. Un peu plus loin, Alassane pousse sa moto qui lui fait des caprices ce matin. De grosses gouttes de sueur coulent de son visage. Pour des questions de sécurité, ce jeune homme préfère s'arrêter aux signalisations, peu importe les circonstances. Le feu, il était rouge. Et là, quand je me suis garé, l'automobiliste m'a dit il faut partir, il n'y a rien qui vient. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne suis que sur une moto. Toi, tu es dans une voiture. Donc, tu es plus qui garanti que moi.
non-respect du code de la route ou incivisme, ils sont nombreux, ceux qui conduisent des motos à s'exclure des règles de bonne conduite. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. 12h15, le Sénégalais mort en prison en Mauritanie a été inhumé hier à Nouakchott. Amadou Diak, c'est son nom. Il souffrait de diabète. Il est décédé dimanche. Il était âgé de 50 ans. Sa famille, originaire de Ndombo Sandieri, dans le département d'Agana, s'en remet à Dieu. Le défunt détenu devait purger une peine de 2 ans pour une affaire de drogue. Nous sommes à la veille du Grand Magal et il n'y a pas d'eau dans certains quartiers de Touba comme Dianatou Marwa et Darouminam 2. Cette pénurie qui a duré 3 jours indispose les populations locales et les recettes venues célébrer le Magal. Un de nos envoyés spéciaux dans la cité religieuse, Papa Balagueye. Dianatou Marwa, Darouminam 2 ont soif à moins de 48 heures du Grand Magal de Touba. 3 jours sans que l'eau ne coule des robinets, l'inquiétude plane déjà chez certains. C'est la même situation à chaque Magal. Vraiment, on est fatigué du manque d'eau. Sohna Khadissar, bouteille à la main, s'active à puiser de l'eau du dernier baril en place. Une corvée de plus avec les pèlerins à accueillir. Vous voyez, nous n'avons plus d'eau. Alors que les pèlerins arrivent, on doit préparer à manger. Nos invités doivent satisfaire leurs besoins. Vraiment, il faut régler ce problème. Vous voyez ce baril-là, il est presque vide. Les riverains viennent nous demander de l'eau. Nous avons épuisé toutes nos réserves. Si tous les moyens sont bons pour se procurer le liquide précieux, acheter auprès des charretiers ou encore chercher quelques litres pour se débarbouiller entre autres. On n'arrive pas à évaluer. Chaque jour au moins on achète 30 bouteilles d'eau et le transport. Les pèlerins arrivent et ils ont besoin d'eau pour se laver ou boire. C'est difficile mais on ne peut rien faire d'autre. Des millions de pèlerins attendus dans la ville sainte de Touba, nos interlocuteurs veulent des solutions idoines et dépasser le problème qui perdure des années durant, malgré les efforts consentis. Papa Balagueye, envoyé spécial à Touba pour la radio Futur Média. Le journal du Magal, ce sera après cette édition. Tout autre chose, le comité de suivi de la campagne arachidière met en garde les paysans qui vendent leurs récoltes en deçà du prix minimum recommandé, qui est de 210 francs CFA. Les contrevenants pourraient être traduits devant les tribunaux. Son chargé de la communication, Aludia, soupçonne des tentatives de sabotage de la part de lobby et minimise le phénomène de bradage de graines d'arachide. Il est avec Youssouf Bodian. Moi, je viens du Tournai, mais nulle part où je suis passé, je n'ai pas trouvé de paysans qui vendent des graines. On nous dit donc qu'à Ndofane ou bien à Taïbaniaten, je crois que sur plus de 14 villages, on nous cite 2 villages. En tout cas, je rappelle à ces paysans que déjà, une note circulaire est déjà sortie par l'autorité, qui est le ministère de l'Agriculture, note qui a été envoyée au niveau des autorités administratives, au niveau des brigades de gendarmerie et de police, pour qu'on n'achète pas en deçà de 200 francs. Libre et celui qui souhaiterait même aller donner gratuitement ses arachides au niveau du marché et de vendre en deçà de 210. Mais en tout cas, le prix minimum garanti par l'État, c'est 210. Et toute personne qui s'aventure à acheter en moins de 210 peut être traduite devant les tribunaux. Donc, il appartient effectivement aux organisations paysannes de les dénoncer. Ici à Ndofane ou bien à Taïbaniasen, en tout cas, nulle part dans le pays, on n'a pas senti cela. Surtout que le grand marché qu'on connaissait, malgré le Magal, qui était le marché de Touba, on n'a pas vu de graines circuler et vendues en moins de 210 francs. C'est des lobbies qui sont formés par des exportateurs et qui, en fait, veulent tout simplement faire comprendre que ça ne marche pas alors qu'on n'a pas encore senti ça. Et je vous informe que les points de collecte même ne sont pas encore distribués. Les huiliers vont se retrouver avec les opérateurs le 21 à Diourbel pour d'abord donner les points de collecte. Ils vont se retrouver le 22 à Kaolack et le 24 à Ziguinchor. Comment maintenant, en pareille époque, on puisse nous dire que dans tel village ou dans tout village, les gens sont en train de bazarder. Ils sont libres, même s'ils peuvent donner gratuitement, ils n'ont qu'à le faire, mais l'État a pris ses dispositions. Après 4 jours ou 3 jours de grève, les concessionnaires du nettoiement ont suspendu leur mot d'ordre. Une décision
prise après le versement par l'État de plus d'1 milliard de francs CFA. Le gouvernement a promis de payer le restant des 5 milliards d'arriérés dans les tout prochains jours. Écoutons Ndongo Fall, coordonnateur du collectif des concessionnaires, au téléphone d'El-Hadj Ndiogoudien. Le coordonnateur, à savoir M. Ibrahim Diagne, nous a fait savoir qu'il a reçu des mains de l'État 1,5 milliard pouvant payer le mois de juillet seulement. Il nous a demandé de reprendre le travail. Après le Magal, on verse là le reste. On a confiance à lui, on a démarré le travail. On a décidé de suspendre la grève provisoirement. Les camions ont commencé à rouler à partir d'aujourd'hui. La décision vient du gouvernement parce que le coordinateur ne peut rien faire sans le gouvernement. L'actualité politique. Retrouvailles Macky Sall Abdoulaye Wade à Touba. Certains se sont prononcés sur le sujet. C'est suite à la sortie critique de Maître Wade à l'encontre du régime de Macky Sall. Touba Mbaké, Georges Déthié-Diop. Derrière le comptoir de sa boutique, Mohamed Faye attend client, mais a son mot à dire sur la médiation entreprise par le Khalif et la dernière sortie de Abdoulaye Wade. Je suis convaincu que si le Khalif l'appelle à nouveau, il va changer de position. Macky Sall, lui, est favorable à ces retrouvailles. C'est Wade qui complique les choses. Macky Sall et Abdoulaye Wade vont-ils se retrouver? À Mbaké et Touba, les populations sont partagées entre scepticisme et optimisme. C'est bien possible, comme c'est la volonté du Khalif des Mourides. Mais en tous les cas, les propos de Wade ne nous inspirent pas confiance. C'est des déclarations politiques, purement politiques. Voilà, je les vois comme telles. Je pense vraiment pas qu'il y aurait peut-être un petit problème personnel. Je parle entre deux personnes. Je pense pas que cette déclaration-là puisse faire obstacle à cette retrouvaille-là entre deux personnes de même confession. Nous, autres populations, tout ce que l'on veut est que Wade et Macky se retrouvent. Et cela va aider à la réalisation de beaucoup de choses, comme faire de sorte que les jeunes aient de l'emploi, parce que c'est le développement du pays qui nous importe. C'est la volonté du Khalif, mais hors micro, des personnes confient que des retrouvailles sont maintenant impossibles entre Macky Sall et son prédécesseur. Georges Déthié-Diop, Touba Mbaké, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, bienvenue. Merci Antoine Diouf. Guinée-Bissau, le coordonnateur du collectif des partis politiques de l'opposition, annonce une plainte contre le président de la République. José Mario Vaz est accusé d'avoir commis de nombreux crimes. Ses opposants souhaitent qu'il soit jugé par un tribunal international lors d'un meeting organisé à Bissau. Nuno Gomes Nabiam a par ailleurs accusé l'actuel chef du gouvernement d'appartenance à un réseau international terroriste. On va l'entendre juste après Domingos Simões Pereira, coordonnateur du dit collectif. C'est une alerte que je lance au président José Mario Vaz. Le délai que nous lui avons donné est expiré. Nous avons déjà contacté des avocats internationaux pour qu'il soit traduit devant le tribunal pénal international afin qu'il réponde des crimes qu'il a commis. La communauté internationale lui a demandé de ne pas nommer Umaro Sissoko au poste de Premier ministre parce que c'est un homme pas très clément. Le président Vache s'est quand même entêté. Nous aussi, nous l'avons avisé. Vous vous rendez compte que le nom du Premier ministre de la Guinée-Bissau figure sur une liste noire parce qu'on a retrouvé ces deux numéros dans le téléphone d'un terroriste. C'est scandaleux tout ça. Le propos donc recueilli par notre correspondant sur place, Noah Mankali. Le collectif Antoine regroupe 17 formations politiques. La Guinée-Bissau traverse une mauvaise passe depuis août 2015, date de destitution de Domingos Simões Pereira comme Premier ministre. Un accord avait été trouvé en octobre 2016 suite à la médiation de la CEDEAO. Jomav et Domingos Pereira s'accusent mutuellement de faire obstacle à l'application de cet accord. Situation tendue
tendu au Togo, situation politique bien naturellement. Le gouvernement tente d'apaiser la tension sociopolitique. Dans un communiqué, le gouvernement annonce la libération de 42 personnes arrêtées puis condamnées suite à des manifestations. Lomé se dit aussi prête à ouvrir un dialogue avec l'ensemble de la classe politique. Par ailleurs, le contrôle judiciaire qui pesait sur le chef de file de l'opposition togolaise a été levé. C'est constructif mais insuffisant selon le professeur David Dossé, porte-parole de la société civile togolaise. Il faut beaucoup plus pour sortir de cette crise, dit-il. Nous l'avons joint ce matin à Lomé. Il n'est pas très significatif, mais c'est quand même un premier pas, parce que jusqu'ici, la réponse du gouvernement togolais était essentiellement une réponse répressive, une réponse d'interdiction, une réponse en termes de censure, et c'est vraiment la première réaction qui paraît constructive, même si nous, qui sommes de la société civile, nous estimons que cette réponse est insuffisante. Vous savez, il y a eu plusieurs centaines d'arrestations. Je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait que 42 personnes qui soient enfermées aujourd'hui dans les prisons togolaises pour avoir osé manifester contre le régime en place. Il y a des disparitions forcées, il y a de la torture, et là je pèse bien mes mots, il y a encore de la torture au Togo, et nous aimerions que le gouvernement nous donne l'assurance que ce genre d'actes, ces actes vont cesser définitivement. Ensuite, nous appelons l'ensemble des protagonistes à s'asseoir autour d'une table de négociation pour discuter sur les éléments essentiels qui vont nous permettre de sortir de cette crise et d'obtenir une alternance pacifique comme le souhaite le peuple togolais. Et donc, c'est vrai que le gouvernement a annoncé travailler sur cette table de négociation, mais nous voulons vraiment qu'on aille vite, qu'on nous donne des précisions par rapport au délai, la date, le lieu et surtout les parties prenantes. À l'instant, le professeur David Dossé, porte-parole de la société civile togolaise. Au Mali, Antoine, le conseiller du chef de village de Fatoma au centre du pays a été tué par des hommes armés. Selon un élu local, ils étaient 6 djihadistes présumés à bord de motos. Au départ, ils étaient à la recherche d'un informateur des gendarmes selon BBC Afrique. Dans la lutte contre le terrorisme en Europe, 10 personnes ont été interpellées en France et en Suisse ce matin lors d'une opération commune. Selon les informations de RFI, ces personnes participaient à des groupes de discussion dans une messagerie cryptée, souvent utilisée par les djihadistes avec des propos jugés inquiétants. Pour terminer, un mot sur la tournée asiatique du président américain. Lors de la conférence de presse de ce matin, Donald Trump a évoqué la question du programme nucléaire nord-coréen. Il a exhorté la Corée du Nord à s'asseoir à la table des négociations pour discuter de l'abandon de ce programme. Trump dit espérer ne pas avoir besoin d'utiliser la force militaire contre Pyongyang. Anna Rocha, merci. RFI Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Le football en ouverture de cette page des sports. Afrique du Sud et Sénégal, les Lions ont rallié Polokwane. Oui, à bord d'un vol spécial, ils sont partis de Paris hier pour se rendre donc à Polokwane, une ville située à près de 300 km de Johannesburg où les Lions vont jouer vendredi prochain contre les Bafana Bafana, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Une rencontre reprogrammée du fait de l'intervention donc de l'arbitre Lamté et c'est à une décision du tribunal arbitral du sport. Une occasion pour l'équipe nationale du Sénégal donc de valider sa qualification en déplacement pour Mama Sow, l'ancien directeur technique national du football. Les Lions du Sénégal doivent montrer du caractère de l'application mais également de la concentration pour ramener un résultat positif. Mama Sow, que nous écoutons. Il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité et de détermination. Mais je dis sérénité parce qu'ils sachent que ce match n'est pas la fin du monde. Ramener un point d'Afrique, c'est déjà pas mal, mais on ne part pas pour ramener un point, on part pour le gagner. Et je crois que j'ai lu un peu dans la détermination des uns et des autres, des joueurs ou de l'entraîneur, c'est vraiment ton parcours remporter ce match-là. Et c'est une façon justement de se donner confiance en peut-être
prenant les points chez l'adversaire. Tu ne vas jamais réussir. Et ça doit quand même inciter à ce que peut-être justement les jeunes peuvent se départir éventuellement de tout doute et se dire que de toute façon, ils ont leur destin à main. Nous avons un autre match chez nous, celui-là, je pense, c'est pourquoi moi je dirais pas hyper important, c'est le match de la. C'est un match qu'il faut remporter pour se mettre à l'abri définitivement, oui, mais l'essentiel c'est qu'il faut qu'on ramène des points ou un point au moins. Au vu du dernier match, alors je reviendrai un peu sur le problème de cette mutation de l'équipe sur le dernier match qu'on a vu jouer contre le Cap-Vert. Mais ce qu'il faut voir là, c'est tout simplement que les Sud-Africains nous ont réussi, mais je pense qu'au vu du dernier match, peut-être que justement notre équipe n'était pas encore assez rodée, mais cette fois je pense que nous sommes pareils, nous sommes bien préparés et que psychologiquement, déjà nous allons aborder un adversaire que nous connaissons, dont nous connaissons les qualités, que nous avons vu jouer dernièrement. Donc moi, ce que je vois, c'est beaucoup de détermination, beaucoup d'agressivité, à l'instar de ce qui s'est vu au Cap-Vert, mais plus parce que je pense que les joueurs sud-africains sont déjà plus de cette équipe que j'ai vue à dernier ressort, ils sont plus adroits, plus à défaut, avec des occasions qu'on a vues avec le Cap-Vert, peut-être que les Sud-Africains ne rateraient justement pas. Donc attention, beaucoup de concentration, beaucoup de détermination et d'agressivité, mais de bonne agressivité, je pense que nous pouvons nous en avons les moyens en tout cas. Ils en ont les moyens. La rencontre Afrique du Sud-Sénégal sera donc vendredi. Antoine, une rencontre, Inch'Allah, que les auditeurs pourront suivre en direct sur la RFM. Et vous, Inch'Allah. Le Giraffe de Dakar veut retourner en Afrique. L'ambition du Giraffe de Dakar, l'équipe la plus titrée du football sénégalais qui depuis 2-3 saisons n'arrive plus à gagner ne serait-ce qu'un tout petit trophée. Le Giraffe donc qui décide de se réorganiser avec la venue de Pape Seydou Ndiaye, ancien gardien de l'équipe de Niary Tally qui a signé pour 1 an avec l'équipe des Verts et Blancs de la Médina, mais également le départ de Tchoubou. Les ambitions du Giraffe, le programme de l'équipe de la Médina, décortiqué et analysé par le secrétaire général Léonard Diagne avec Sodetiam. Oui, affirmatif, il faut confirmer parce que Seydou a signé au Giraffe. Le choix, en fait, je pense que quand un joueur arrive dans un club, qu'un club le choisisse ou que lui il fasse une option de venir au club, c'est certainement pour apporter un plus. Nous pensons qu'avec son arrivée, certainement, cela va nous permettre encore de mieux asseoir une bonne équipe et puis de faire face à nos objectifs. Alors, Léonard, on peut dire que l'arrivée de Pape Seydou Ndiaye, c'est pour combler le départ de Khadim Tchoub? Oui, Khadim Tchoub, pour cette année-ci, ne portera pas les couleurs du Giraffe. Et pour cette saison 2017-2018, quels sont les objectifs du Giraffe de Dakar? Les objectifs du Giraffe ne changent pas. En fait, nous voulons être africains. Et pour être africain, il faut gagner l'une des compétitions majeures, à savoir le championnat ou la Coupe du Sénégal. Donc nous restons sur ces deux tableaux, arc-boutés. Si on peut faire le doublé, ok, mais on cherchera en tous les cas à être champion du Sénégal ou gagner la Coupe du Sénégal parce que nous comptons retourner en Afrique. Et aussi courtiser cette belle dame, la Coupe de la Ligue, qui refuse de rentrer dans notre bibliothèque. Voilà donc la Coupe de la Ligue, donc seul trophée qui manque au Giraffe de Dakar, de la Médina, oui. Comme le veut monsieur le maire de la Médina, donc au Giraffe de la Médina, Antoine. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Une fois n'est pas coutume, la presse du jour avant la chronique du jour. Bonjour. La presse de ce matin ne trouve pas les mots pour qualifier ce qui s'est passé hier. Un violent accident de la route. Une collision entre un bus et un minicar. 25 morts, s'exclame l'observateur. 12 blessés, ajoute Réumi. C'est une calamité, note l'AS. Une hécatombe, pointe Vox Populi. Apocalypse à Kébémer, souligne enquête. Aucun survivant parmi les passagers du minicar en partance pour le Magal. 6 membres d'une même famille de Saint-Louis périssent dans ce drame, regrette l'AS quotidien. L'observateur note qu'un bébé de 2 ans rescapé ne cesse de réclamer sa maman décédée dans l'accident. Les secours qui ne pouvaient plus supporter finissent par craquer, explique l'observateur. Enquête reprend et rapporte les propos du gouverneur qui sollicite l'aide des populations pour conserver les corps. Dans le Soleil, le chef de l'État invite encore les chauffeurs à la prudence sur les routes. Prudence donc parce que selon Vox Populi, le Magal de 2017 bat déjà le record de morts sur la route de 2016 qui était de 21 personnes. Le Magal justement célébré demain mercredi. Il s'agit de la 123e édition. Un jour à la gloire de Bamba, titre Direct Info. Des millions de pèlerins dans la capitale du mouridisme. Les talibés déploient la grosse artillerie. Cheikh Amar offre 2000 bœufs. La Tribune de son côté s'intéresse à la gestion et à la gouvernance de la cité religieuse. Un dossier aux pages 6 et 7 du journal pour expliquer la gouvernance mouride sous l'ère Cheikh Sidil Mokhtar Mbaké. La Tribune qui convoque le passé se souvient de cette rencontre entre l'actuel khalife général des Mourides et la famille de Serigne Touba. Rencontre qui avait eu lieu 1 mois après son intronisation et qui avait permis à l'époque de poser les jalons d'une gouvernance collégiale, une gestion partagée
participative, un combat contre les clivages confrériques, la sauvegarde de la paix sociale et de la concorde nationale. Voilà, note la tribune, comment l'actuel Khalife général des Mourides a réussi à gouverner la ville sainte. Tout le monde est impliqué, chacun gère quelque chose et lui, le Khalife, coiffe tout. Tout droit, le quotidien suit les pas de Abdoulaye Wade à Touba et à Tivaouane, deux cités religieuses que le pape du Sopi, alors président de la République, avait privé de fonds. Le quotidien cite 2 décrets d'avance pour un montant global de 66 794 13 425 francs CFA et dont près des 3/4, à savoir 45 milliards, étaient destinés à des projets générés par ses progénitures, Karim et Signeli. Mais là où la chose devient intéressante, raconte le quotidien, c'est quand Abdoulaye Wade décide de faire signer à son ministre-fils un arrêté qui porte respectivement annulation d'un crédit de 5 milliards destiné au programme de réhabilitation de Touba et 8 autres milliards qui devraient être retirés du programme spécial de Tivaouane. Voilà pourquoi mon confrère note que les propos de Gorgui lors de sa visite à Touba, quand il disait qu'il allait faire plus pour la ville sainte s'il avait un 3e mandat, suscite de la part de plusieurs observateurs une moue d'ironie dubitative. Abdoulaye Wade, il est encore question de lui dans Vox Populi. Décidément, sa sortie à Touba fait réagir à tout le monde. En premier, le camp présidentiel. Et c'est Benno Bokk Yakaar qui dément Gorgui à coups de chiffres lorsqu'il dénonçait la situation économique du Sénégal. Nous restons avec Vox Populi pour parler de l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Les avocats qui dénoncent une violation des droits de leurs clients exigent l'annulation de la procédure. Une requête en ce sens a été déjà déposée vendredi dernier, renchérit enquête. Et dans la requête, les avocats ont mis en exergue les incohérences de la procédure. Sur ce, l'As quotidien mentionne que les avocats de Khalifa Sall foncent dans la brèche du procureur. Libération sur cette demande de liberté d'office renseigne que l'agent judiciaire de l'État et le parquet ont dit niet. Il s'oppose donc à la libération de Khalifa Sall. Une autre affaire à la une de Libération, l'affaire Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique selon Libé est en train de descendre aux enfers. Il a été jugé à Dakar le 9 novembre dernier pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux. Une affaire qui l'oppose aux héritiers de feu Kader Mbake. Mais à en croire Libération, Dangote risque gros car des éléments du dossier attestent que les héritiers de feu Kader Mbake ont été illégalement spoliés de 10% que le sieur Mbake possédait dans le capital de la cimenterie. Aliko Dangote, très en colère, a débarqué à Dakar et a même viré sa directrice juridique, écrit Libération à sa page 5. À sa page 2, Le Soleil revient sur les échos du Conseil des ministres hier. Dans le cadre de la politique économique, l'État du Sénégal veut intensifier le rythme des réformes structurelles. Déjà, un conseil présidentiel sur l'investissement va se tenir le 20 novembre prochain. Il est aussi question de finaliser le projet de loi de développement des PME et également lancer sans délai les travaux du nouveau marché moderne de Thiaroye. En sport, pour terminer, Afrique du Sud, Sénégal comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Stade quotidien parle d'un trident de feu, Diao Baldé Keita, Sadio Mané et Diafra Sakho. Déjà, selon mon confrère, Sadio Mané hante le sommeil des Bafana Bafana. Bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Sambakana. Les œuvres des grands hommes sont toujours frappées de légendes, entretenues par l'amour des humains pour le prodigieux. L'œuvre du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, n'échappe pas à la règle. Elle en est tout imprégnée du fait justement que la stricte réalité de ses exploits, dit par les merveilleux conteurs de culture mouride, est un chapelet d'émerveillement pour les âmes pures. Les incrédules, eux, Dieu, c'est connu, a mis un sceau sur leur cœur et ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent croire en Bamba. Voici quelqu'un qui a converti des rois. Bouba Djolof Samba Laobé fut son premier, qui pratiquera 7 années durant, seul musulman dans toute une contrée, le jeûne, la prière et la méditation, dans une ascèse totale, après avoir accepté sans une plainte le décret divin signant son exil par le colon français, affolé par l'adhésion de foules grandissantes à son enseignement. Voici quelqu'un qui a voué sa vie au prophète Mohammed, paix sur lui, et laissé des écrits impérissables destinés à chanter sa gloire. Voici un poète immense, un philosophe, un précurseur de la pensée et de la pratique émancipatrice. Et cet homme s'est fait tout petit sa vie durant, dans un léger boubou blanc, sans ornement et sans poche. Il a levé et lève encore, près de 100 ans après sa mort, des foules énormes, sans jamais avoir touché d'autres armes que le livre saint. Il a cependant combattu l'oppression, l'hypocrisie, avec des mots, et quels mots. Accours vers le sultan, m'ont-ils dit, afin d'obtenir des dons qui te suffiraient pour toujours. Dieu me suffit,
ai-je répondu, et je me contente de lui. Et rien ne me satisfait, sauf la religion et la science. Ça pourrait être de Jalal Eddin Rumi ou de Cheikh Abdul Hadr Jelani, ces mystiques soufis honnis par les princes, le style et la tonalité sont les mêmes, dont les écrits ont fait l'objet d'une ruée à la traduction en Occident. Et si certains orientalistes de son époque ont tenté de présenter Bamba comme un sectateur, c'est bien que leurs sombres intérêts étaient trop menacés par l'éclairage de son enseignement. Mais le dépit des colons n'a jamais inspiré au cheikh que mépris. La fausse dévotion de certains de ses co-religionnaires lui imposa quelques colères inspirées cependant. Voici dans son œuvre majeure, Masalik al-Jinan, ce qu'il leur a dédié. La plupart des cheikhs de notre époque ne sont que des fourbes, des coquins. Ces vilains rusés se targuant de perfection et de sainteté accablent les gens par leurs multiples et diverses relations. Les chefs religieux de ce genre sont parmi les mercantiles qui courent après le profit matériel. Il faut les fuir. Né en 1854 au milieu du 19e siècle au Baol, à l'apogée du colonialisme, Bamba eut pour mission, une fois devenu adulte, après une enfance et une adolescence essentiellement studieuses, de révéler aux masses combien Nassaran rimait avec Shaitan. Le colon avait pris la mouche, mais le cours de l'histoire n'en a été que plus impétueux. En son absence, de mai 1895 à novembre 1902, ses disciples maintinrent et ravivèrent la flamme qu'il avait allumée dans le cœur des musulmans. Son éloignement et les récits de ses exploits augmentèrent son aura auprès des disciples. À Mayombe, au Gabon, lieu de son exil, ses geôliers qui l'observent vivre, prier, méditer et s'obstiner à respecter dans la précarité de sa condition les prescriptions coraniques sur la propreté, la charité, etc., en vinrent à l'admirer. Si le départ en exil fut triste pour ses disciples, le retour fut triomphal et ceux qui avaient souhaité voir la flamme s'éteindre du fait de l'exil, à travers lequel ils espéraient même la disparition du cheikh, virent leurs soucis augmenter. Le colon devint plus inquiet, les délateurs plus enthousiastes. Mais le colon est incrédule. On ne rassemble pas tant de foule rien que pour plaire au prophète de Dieu. Non, le colon continue à chercher des armes, les preuves de la préparation d'une insurrection, n'importe quoi, un prétexte. Il ne trouve rien. Mais un autre exil suivra un an plus tard. Cette fois, c'est Cheikh Sidia en Mauritanie, un exil négocié et que le cheikh accepte pour aller parfaire son élévation. Méditation, prière, écriture et ascèse ont marqué la vie de cet homme qui n'a jamais harangué de foule, n'a jamais flatté personne, qui n'était ni prince ni courtisan à sa naissance, mais dont le nom a fait le tour du monde et la doctrine prospérer à travers le globe. L'évocation de son nom met des milliers d'individus dans un état second. Jeunes et vieux à travers le monde ont donné un sens à leur vie en faisant de lui leur guide et inspirateur. Cheikh Ahmadou Bamba a réussi tout cela en respectant les prescriptions coraniques sans rien aliéner des vraies richesses culturelles de son peuple. S'il existe un miroir de l'islam noir, c'est le mouridisme sans voile ni autre entrave mimétique. Cheikh Ibra Fall et ses disciples bigarrés, le culte Baye Fall avec sa liturgie propre en sont les manifestations les plus spectaculaires. Le Cheikh Ahmadou Bamba jamais n'a comparé quiconque à Lamp Fall, Barom Bach, disait-il. Sa caution au défricheur a été totale et les Baye Fall portent en eux l'immense conviction d'avoir Bamba avec et parmi eux. La légende et la réalité mêlées veulent que le cheikh ait plié sur l'eau, que ses écrits aient pesé 7 tonnes, qu'il ait rendu dociles les animaux les plus féroces, qu'il ait dompté des djinns à huir-huir. Elles veulent aussi que personne n'ait jamais été le coiffeur du cheikh. Et les supputations excitées des jeunes Baye Fall urbains sur son gros turban ont plongé dans la transe plus d'un adepte de Cheikh Ibra, rêvant que Bamba fût Rasta. C'était donc la chronique de Papa Samba Kane sur Cheikh Ahmadou Bamba, celui qu'on va célébrer demain. Le Grand Magal de Touba, bien entendu. Fin de cette édition, rappel d'un seul titre. Des nouvelles des victimes de l'accident d'hier qui a fait 25 morts. L'état de santé des blessés s'améliore. Certains d'entre eux ont même quitté l'hôpital régional de Louga où ils étaient internés. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop. Réalisation El Hadj Ndiogou Diène et Adama Anouchkaba à 13h. El Hadj Ndiogou Diène pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, c'est le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux. Présentation, Sornana Tambay, à vous.